Bonjour à tous, et merci pour votre, patience, à ceux qui nous ont rejoints et qui ont attendu un petit peu le temps que les derniers, participants nous rejoignent. Je vous remercie de nous donner un peu de votre temps. Le but aujourd'hui, de ce podcast, c'est un échange à bâton rompu avec mon collègue, François, pour voir, et bien, dans quelle mesure on identifie, des pertes de revenus et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, atterrir pour les entreprises SaaS vers un scénario avec un MRR qui soit fiable et pérenne. Olivier Fourment, pour ma part, je suis, responsable commercial pour la France chez Frisbee et je suis venu accompagné de François. François, je te laisse te présenter. Ouais, merci Olivier. Bonjour tout le monde. Donc François Suré, et moi j'agis en tant qu'avant-vente sur la France et aussi l'Europe en général sur l'ensemble des solutions de Frisbee. Voilà, donc François va pouvoir répondre à certaines des questions que je vais lui poser avec son expertise, sur le sujet. Et tu vas pouvoir répondre à des questions aussi. Exactement. Exactement. Avant qu'on se lance, dans le sujet, je voudrais qu'on recontextualise un petit peu, la situation actuelle. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le marché SaaS est en tension pour différentes raisons. Une croissance qui est ralentie, par l'activité économique, par l'activité, géopolitique aussi, mais aussi par, une forme de réalisme, des différentes, entreprises SaaS, et de leurs investisseurs qui ne cherchent plus nécessairement la croissance à tout prix, mais une forme de rentabilité. Donc tous ces éléments-là ralentissent a fortiori un petit peu la croissance. Le churn, qui augmente, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'abonnements, qui s'interrompent, beaucoup plus tôt que prévu. Et tout ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, le modèle de consommation, il est basé sur, l'abonnement très majoritairement, là où avant on achetait des licences perpétuelles. Et la réalité, c'est que, bah, quand on a tellement d'abonnements en parallèle, à un moment donné, ça commence à peser lourd et on finit par tailler dans le gras et se défaire de certains abonnements. Donc, il y a tellement d'abonnements en place que, il devient difficile d'être celui qui n'est pas, coupé à un moment donné. Et ensuite, et bien, il faut aussi une meilleure maîtrise, du revenu, une meilleure lecture, une meilleure compréhension, une meilleure anticipation du revenu, et tout cela est nécessaire, pour, la pérennité d'une entreprise SaaS. Donc voilà pour les éléments, contextuels qui font qu'aujourd'hui on se pose, les questions qu'on va aborder aujourd'hui avec François. Donc dans un premier temps, on va voir, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui finalement à faire plus attention à nos fuites de revenus? Mmh. Où est-ce que, le revenu fuit réellement? Et François, je crois que tu vas nous donner quelques petites informations, notamment sur la partie, qu'est-ce qui se passe entre sales et onboarding, la rétention des clients et le churn. Exactement. La partie paiement aussi, je crois que tu as pas mal de choses à nous dire là-dessus. Et ensuite, voilà, la partie en conclusion, comment est-ce qu'on passe d'un espèce de désordre où il y a énormément de tâches manuelles vers quelque chose de, in fine, RevOps propre, anticipé avec une belle visibilité. Et automatique. Ouais. Ouais, Et automatique, j'ai dit, et pardon. automatique évidemment. Mmh. Et enfin, on va vous donner une petite checklist, des questions à vous poser, des choses à vérifier pour être sûr que, et bien votre ARR, votre MRR, soit lisible, que vous soyez en contrôle de celui-ci et que vous puissiez assurer la pérennité de votre business model. Mmh. OK. Heu, donc François, est-ce que tu peux, bah, m'en dire un petit peu plus, en fait, sur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce désir de faire plus attention aux fuites de revenus? Mmh. Ben, il y a plusieurs raisons à cela et la première, ce que tu l'avais très bien dit dans le contexte, c'est l'acquisition des nouveaux logos qui devient un peu plus compliquée pour diverses raisons. Mais les raisons principales, on va dire, c'est évidemment le fait que
c'est un peu plus compliqué d'aller les chercher parce que tout le monde fait un peu plus attention à ses dépenses et donc on va vraiment faire, attention d'un point de vue interne où l'argent, au final, est dépensé. C'est pour ça qu'on parle vraiment de fuite et qu'on fait attention aujourd'hui mais ces fuites, ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas hier, parce qu'elles pouvaient exister, mais en tout cas, elles peuvent être aussi de plus en plus présentes aujourd'hui et ce qui va se passer demain pour les raisons que je vais évoquer maintenant au final. Si on remonte un petit peu dans le passé, notamment, comment le SaaS, a changé et Mmh. moi l'exemple que je prends souvent, c'est, les licences que l'on avait avec Microsoft, par exemple, donc avec Word, avec Excel. Oui, les licences perpétuelles, historiques. Mmh. Et exactement, celles que tu achetais et que tu avais tout le temps, au Oui. final. Donc, c'est-à-dire, Mmh. c'était vraiment un marché transactionnel. Et là, pour le coup, faire, entre guillemets, un business model basé sur la transaction, je vais le dire, d'une manière assez brute, mais c'est plus simpliste que ce que c'est aujourd'hui. Car au final, le client, il va payer, le marchand, il va facturer et après, on encaisse aussi et au final, ça s'arrête là. Aujourd'hui, le SaaS, il a un peu changé. On n'est plus sur de la licence perpétuelle comme tu le dis, on est aussi là sur de la rétention d'utilisateurs parce qu'on est sur de la licence, en tacite reconduction. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus la transaction qui est à l'initiative du client, on peut, entrer dans un business model où, le paiement est fait par prélèvement directement par le marchand. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus dans le client paye, le marchand facture et on encaisse. Là, on est dans le marchand prélève, ce qui va commencer Exact. à impliquer certaines problématiques ici liées au paiement. Surtout si on ne sait pas forcément toutes les logistiques qu'il peut y avoir dans le business model du paiement. Donc, d'une part, on a ça qui est un peu plus complexe, mais par la suite, on a l'entretien du client, c'est-à-dire pouvoir faire des downsell, pouvoir faire des upsells, pouvoir modifier les contrats Mmh. facilement, pouvoir adapter les services de paiement, gérer par la suite les impayés. Au final, tout ça, c'est des complexités qui n'apparaissaient pas forcément avant et qui apparaissent de plus en plus aujourd'hui. D'autant plus que si vos clients sont de moins en moins solvables, ben forcément, vous avez de plus en plus d'impayés et vous avez forcément des frais cachés qui s'ajoutent à ça. Donc ça, c'est une problématique qui arrivera de plus en plus et qui est de plus en plus récurrent et demain et ce qui se fait aussi aujourd'hui au final, Olivier, c'est qu'à ça, on va et c'est ce que les entreprises d'IA mettent de plus en plus en place, c'est un business model basé sur la consommation. Donc c'est-à-dire suivant ce qui est vraiment utilisé par le consommateur final, on va pouvoir facturer ce qui a été consommé et du coup payer. Donc là, on entre dans une nouvelle logique, c'est, je vais pouvoir anticiper la facture, donc je vais facturer, mais je ne sais pas quand est-ce que mon argent va rentrer. Parce que si ça se trouve, l'utilisateur final, il va jamais s'onboarder et Oui. au final, vous allez jamais avoir ce cash qui va rentrer. Donc là, on a une autre problématique qui s'inscrit ici et c'est compliqué de faire des forecasts de ce point de vue et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces éléments-là. Donc tout ce que je dis au final, c'est que ça se complexifie et ça Ouais. densifie aussi la stack technique du marchand. Donc il faut pouvoir automatiser tout ça. Et Ouais. c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça, encore plus aujourd'hui et demain que ce que ça n'a été hier, au final. Donc, sur tous ces éléments que je je viens de te dire, hem, il serait intéressant que toi, de ton point de vue, de compte exécutive, en France, tu as fait des deals, tu as signé des deals, tu es dans la partie sales et tu passes la balle à chaque fois à l'onboarding. Ouais. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur, en gros, les gaps qui peuvent apparaître entre le sales et l'onboarding et où est-ce qu'on a potentiellement du revenu qui peut se perdre à ce moment-là, au final? Ouais. Ouais, bah, justement, c'est la suite, qui nous attend. En fait, ce qui est très important de comprendre, dans une organisation, heu, c'est que, il y a un fossé énorme entre, l'équipe commerciale et l'équipe de comptabilité finance, d'accord? Le commercial, une fois qu'il a signé son deal, entre guillemets, il a fait son job et c'est terminé. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est qu'un deal signé ne veut pas dire une rentrée d'argent. Il y a énormément de choses qui vont se passer entre temps. Il y a d'abord l'onboarding, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui va être eh bien, le paiement, en réalité, la facturation, etc. Mais déjà, rien que sur le passage, on va commencer par là, onboarding,
c'est extrêmement complexe, de pouvoir, assurer un onboarding client. Quand on signe un deal, on transfère, et bien la suite de la relation, commerciale à l'équipe onboarding qui va, faire tout un travail d'intégration, d'implémentation, de migration aussi de ce qu'il y avait, précédemment. Et donc tous ces éléments-là vont faire que, il y a énormément de complexité, dans ce projet, une stack technique, qui est différente, d'un client à l'autre et Mmh, cetera et cetera. Et ce qui mais veut dire ouais, de dis-moi? de ce que tu me dis là, donc là, on suppose que le client, il a vraiment envie de faire l'onboarding et donc il est vraiment impliqué. Moi, Oui, de ce que j'ai vu parfois dans certaines de mes expériences, le client va dire: «Oui, oui, pas de problème, on va commencer d'ici 2 mois» et au final, il y a rien qui a commencé d'ici 2 mois. En oui, comment toi, tu peux «forcer» un peu entre guillemets, à motiver le client à commencer l'onboarding? ouais. Bah, en réalité, c'est tout le travail, qu'il y a à faire, comment dirais-je? Main dans la main avec le client sur, quelles sont ses habitudes, quel est son besoin, quel est ses points de douleur, ce qu'on appelle les pain points, qui sont identifiés au cours du cycle de vente et qui sont ensuite mis en avant pour assurer l'onboarding. Donc en réalité, c'est un petit peu les mêmes éléments que tu vas utiliser parce que, la raison pour laquelle tu as contractualisé avec le client et que le deal, il a été signé, c'est qu'il y avait des pain points qui étaient clairement identifiés chez le client et que, Ouais, toi, tu es la bonne solution à apporter. Ensuite, il y avait un compelling event, donc c'est-à-dire un une date à partir de laquelle, le client devait vraiment, pouvoir, rendre la solution opérationnelle. Et donc tous ces éléments-là, et ben, tu vas les reprendre et les transmettre à l'équipe onboarding pour, s'assurer que, le client accepte aussi et joue le jeu de cet onboarding. OK et sur ce sujet encore, enfin, d'un point de vue commercial, est-ce que pour toi, c'est une bonne pratique, on va dire, pour essayer d'engager le client un maximum, de déjà essayer de lui facturer une partie du projet pour qu'il se sente un peu plus concerné et qu'il puisse aller plus rapidement vers l'onboarding? Oui, évidemment, une 1 facturation, d'un certain, une 1 facturation partielle de l'ensemble du service upfront, Mmh, permet de toute façon un engagement réel, du client et ça, c'est systématique et de toute façon, quand on implémente, une solution, on part sur un projet et ce projet, bah, il y a des ressources qui travaillent dessus et ces ressources ont un coût. Donc, il y a systématiquement, une facturation totale ou partielle, du projet pour impliquer le client dans la démarche, de l'onboarding. OK, donc bonne pratique et à mettre en place. Ouais, oui, tout à fait. Une bonne pratique à mettre en place, mais pas uniquement bonne, pour moi, même nécessaire en réalité, et qui devrait être quasi systématique. Hem, J'évoquais tout à l'heure, qu'il y a une différence entre un deal signé et comment dirais-je? Une rentrée d'argent, pour le vendeur et en réalité, oui, il y a la partie onboarding. Mais il y a aussi la partie paiement, c'est-à-dire qu'on peut onboarder un client, on peut réussir un onboarding, efficace et dans des bonnes conditions, mais en Mmh, réalité, ça ne veut pas forcément dire que, on va recevoir sur notre compte en banque, le paiement du client et ça, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus, François, avec ton expertise, là-dessus. Un deal signé, c'est pas forcément immédiatement un deal facturé. Et une facture envoyée, c'est pas nécessairement une facture encaissée et payée. mmh. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la partie paiement? Oui, complètement. Là, on est un peu plus sur du technique, mais on est au final aussi beaucoup sur des process et je vais commencer là par le bas de la pyramide, si je peux l'appeler comme ça, où on parle ici de processus manuels et processus anciens et pas à jour. Qu'est-ce qu'on parle là? Ce sont, on va dire, toutes les méthodes de paiement qui sont archaïques et qui datent d'hier. Là, moi, ce que je ressors souvent, c'est l'exemple du chèque. Il y a encore et ça, c'est très, franco-français pour le coup, hein. On est un des seuls pays où on travaille vraiment avec le chèque. Dans d'autres pays européens, c'est pas forcément une notion. Mais payer par chèque, c'est-à-dire
que le client l'envoie déjà, décide de l'envoyer. Lui, ça va lui coûter une certaine somme. Vous, le temps que vous le récupérez, que vous encaissez le chèque et que vous constatez l'encaissement, au final, tout ça, c'est énormément de coûts cachés et ça rejoint exactement le thème. Les fuites de cash, bah, elles viennent d'ici dans un premier temps. C'est de pouvoir continuer à faire ce type de mode de paiement qui, au final, ne sont plus au bout du jour. On a des choses qui sont beaucoup plus simples maintenant. Tout le monde connaît le prélèvement SEPA, tout le monde connaît les prélèvements par carte. Il faut commencer par là et revoir ses process pour avoir des choses automatiques et que les personnes administratives s'assurent de la rentrée d'argent via ces moyens de paiement. Donc ça, c'est la première chose sur la gestion de paiement. Maintenant, quand on est dans le SaaS, et donc les business models d'aujourd'hui, c'est la gestion d'abonnement. Qui dit gestion d'abonnement dit généralement, en mode de paiement, des prélèvements. Donc prélèvement, c'est moi, le marchand, qui vais récupérer l'argent dans, entre guillemets, le portefeuille de mon client. Je peux le faire par carte, je peux le faire par mandat SEPA, mais ce que les marchands tendent à ignorer, ou alors vers la solution vers laquelle ils vont se rendre, surtout dans le B2B, ça va être sur du prélèvement SEPA. Pourquoi? Parce que généralement, un prélèvement SEPA, c'est moins cher qu'un prélèvement sur la carte. Un prélèvement sur la carte, on va parler d'un pourcentage sur le montant total, plus des petits broutilles, on va dire, de quelques centimes fixes, alors qu'un prélèvement SEPA, ça va se situer, suivant la solution que vous avez, autour de 20, 30 centimes, quelque chose comme ça. Qu'importe le montant, hein, Olivier. Donc là, tu vois déjà l'intérêt si tu vends des solutions à 1000, 2000, 10 000 euros, même plus, bah, dans ce cas-là, tu vois déjà le coût que la carte implique. Sauf que, suivant la catégorie de clients qui sera facturée par le marchand, ce qui n'est pas dit, c'est tout ce qui est rejet, au final. Et les rejets via le SEPA, au final, on en a beaucoup, beaucoup plus que sur la carte. Parce que via une carte bancaire, on a tout un service aussi qui va s'assurer que les fonds sont bien chez le client, qui Ouais, vont s'assurer aussi que cette transaction va être directement mise sur le compte du marchand et le client final aura très peu de marge de manœuvre pour se rétracter et dire au final, non, bah, j'avais pas envie que vous me fassiez ce prélèvement, rendez-moi l'argent. Ça, sur le prélèvement SEPA, ça arrive beaucoup plus souvent et parce que le client final, il est dans son droit via ce qui a été décidé dans l'Union européenne et il peut du coup dire, bah non, je n'étais pas d'accord de la somme que vous m'avez prélevée, du coup, rendez-moi mon argent. ouais. Et ça, Même ça s'il a arrive bénéficié du régulièrement. service. Même Pardon? s'il a bénéficié du service. Exactement, même s'il a bénéficié du service. Ça peut s'étendre sur quelques mois, ça. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a? On a un client qui aura utilisé le service, on aura une facture qui aura été émise et qui aura été considérée comme encaissée. Sauf qu'au final, bah, on va devoir faire un avoir parce que la facture est en litige. Et aussi, on a des frais qui vont s'appliquer euh, à la charge du marchand. Donc ça fait un gap qui va commencer à se créer à cause de ces prélèvements. Et c'est quelque chose qui aurait pu être évité si il y a eu aussi une analyse de risque qui aurait été faite entre un prélèvement à Mmh. la carte et un prélèvement sur le SEPA, parce que au final, des factures qui sont en litige, c'est beaucoup de process manuels par la suite Bien par sûr. les administrateurs. Et là, on a vraiment une fuite de cash qui peut être engendrée. Donc, moi, mon conseil pour cette gestion des paiements, c'est pouvoir déjà mettre en place les bonnes méthodes de paiement suivant les pays. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça serait, essayer d'aller un peu plus loin, mais vu qu'on est dans un monde d'IA, c'est anticiper ces paiements échoués. Et ça, il y a de plus en plus de solutions qui commencent à émerger, qui peuvent savoir les catégories de clients qui sont sauvables à tel jour ou pas, la personnalité, ce genre de choses. On va pouvoir les classer et pouvoir dire, OK, si ces prélèvements vont possiblement échouer, eh ben, il faut faire telle ou telle action pour éviter justement cette erreur de prélèvement et au final ce churn qui peut arriver. Et avec tout ce que je viens de dire, Olivier, bah, là, j'ai terminé sur le churn. Et donc, le churn, c'est un peu, ça fonctionne du coup main dans la main avec la rétention client. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, OK, on a des clients qui peuvent potentiellement churn avec
une erreur de prélèvement et du coup, on va arrêter l'abonnement du client. Mais est-ce qu'on aurait peut-être aussi des signaux qui vont nous dire: «OK, bah, ce client va possiblement justement churn, donc résilier. Est-ce que je peux faire quelque chose?» Est-ce que toi, déjà, c'est une problématique que tu as connue? Oui, c'est une problématique que j'ai connue chez un de mes clients. Justement, je développerai un petit peu plus tard pour répondre à ta question, mais je vais commencer par un exemple. J'ai un de mes clients qui nous a sollicité parce que, bah, ils avaient une grande théorie chez eux, c'est que, plus il y avait d'échanges avec le support, plus le risque de churn, était élevé. Et ce qui est pas absurde, ce qui se tient très bien dans beaucoup de business, models, ça pourrait être le cas. Hem et qu'à l'inverse, pas d'échange au support, ça veut dire que tout va bien. Et en fait, ils ont voulu vérifier cette théorie. Ils ont fait appel à notre outil de predictive analytics, pour pouvoir explorer, ces hypothèses-là. Et en réalité, ce qui en est ressorti, c'est que, les échanges avec le support étaient, pour la grande majorité, un signe de rétention, positive du client. Et inversement, pas d'échange avec le support était un signal très fort, de churn, dans les, 3 à 6 prochains mois. Et c'est ça qui en était ressorti. Donc, hem, c'est assez intéressant, et ce qu'il y a, c'est que ça va dépendre d'un business model à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des business dans lesquels, bah, évidemment, la même métrique, n'a pas la même signification, de l'un à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir, faire ces vérifications, dans chacun des business, et de pas avoir une idée arrêtée de dire: «Bah, voilà, beaucoup de tickets au support veut dire, faible rétention ou inversement». Non, Ouais, ça c'est ça. dépend, Moi, et c'est propre à chacun, à chaque business. Oui, dis-moi, François? ouais, j'aurais pensé ça, hein. Un client qui se plaint souvent au support, bon, et qui il va inonder, de tickets, ton équipe support. On pourrait penser justement, bon, ils vont justement arrêter, mais là, tu nous dis c'est l'inverse, quoi. Bah, chez ce client-là, c'était l'inverse. J'ai d'autres, ça s'est vérifié, et c'était vrai. Mais ce n'est pas quelque chose de systématique. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il y a pas de grand, livre, il y a pas de règle unique, sur ces sujets-là, en réalité. Il y a, énormément de facteurs qui interviennent, et c'est propre à la nature de chaque business, et à la typologie des clients auxquels, chaque business fait face. Et en réalité, si chez certains, peu d'échanges avec le support, beaucoup d'échanges avec le support, ça veut dire, au contraire, que c'est des gens qui pérennisent la relation et qui vont, se projeter dans la durée, chez le vendeur. Et ben, chez un autre, ce sera totalement l'inverse. Mais ce qu'il y a, c'est que tant qu'on n'est pas en mesure de vérifier ça, et bien, on ne pourra pas le dire. Donc chaque business doit pouvoir avoir cette visibilité sur, bah, les échanges avec le support, par exemple. Donc là, dans le premier point, on parle des échanges avec le support qui seraient trop fréquents. Et en réalité, des échanges avec le support qui seraient trop fréquents, bah, oui, c'est déjà un signal de churn potentiel, d'accord? Donc ça peut se traduire, ça peut être identifié symptomatiquement par l'augmentation soudaine du nombre de tickets ou de messages au support, des problèmes récurrents qui ne sont pas résolus, c'est-à-dire des choses qui reviennent systématiquement et que la solution n'est pas capable de résoudre, des tickets liés à des fonctionnalités critiques, pour l'usage quotidien. Hem Et ça peut aussi, avoir un espèce de sentiment négatif dans les échanges parce que ça crée de la frustration, de l'impatience de renvoyer plusieurs fois les tickets sur les mêmes sujets, et cetera. Et ce qui en ressort, dans ces cas-là, ben, c'est, une solution qui n'est pas à la hauteur de la valeur qu'elle proposait au début. J'ai fait le choix d'une solution. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'échanges avec le support parce qu'en réalité, la solution ne répond pas à mon besoin. Donc c'est un signal de churn. Je réponds à ta question, François. Oui, Oui, beaucoup d'échanges avec le support, c'est un signal de churn potentiel, d'accord? Mais il faut savoir le lire. Si c'est, lié à, bah, voilà, j'ai besoin d'aide, comment est-ce que je fais pour mettre ça en place? Je ne sais pas sur quel bouton cliquer, c'est autre chose. Mais si on met en avant des problèmes récurrents qu'on n'arrive pas à résoudre, mmh, ou une fonctionnalité dont le client a besoin et qu'il demande au support, mais qui en réalité,
elle n'existe pas dans la solution. Et là, c'est là qu'on arrive à quelque chose d'assez alarmant. À Oui, l'inverse, dans un second temps, on a les interactions avec le support inexistantes. Et là, pour moi, c'est un signal qui est encore plus fort, bien souvent, dans beaucoup d'organisations. En ouais, du coup, réalité, il est pas qu'est-ce que ça impliqué. traduit? Oui, Mmh. dis-moi? Ouais, il n'est pas impliqué du coup, à Bah, ce moment. exactement, il n'est pas impliqué. Donc qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un désengagement progressif du client. Client qui était très engagé au début parce que, bah, dans la relation commerciale avec toi, il a voulu aller de l'avant, il était très emballé par la solution. Mais là, il y a aucun échange avec le support après l'onboarding et ça peut être un désengagement progressif, heu, l'abandon silencieux du produit, Ouais, les utilisateurs finaux finalement qui ont basculé vers une alternative. On n'utilise pas la solution, dont on a fait l'acquisition, mais on utilise autre chose. Et puisqu'on utilise autre chose, bah, on n'échange pas avec le support. ouais Heu, et moi, un exemple que j'avais en tête, c'est, une solution qui est vendue depuis, on va dire, 1 ou 2 ans et tu avais peut-être 2 personnes qui étaient moteurs de la solution. Ces 2 ouais, personnes, pour une raison X ou Y, elles quittent l'entreprise et il y a pas forcément un passage qui se fait avec les nouveaux et du coup, une utilisation un peu moins bien, moins fréquente et ils savent même pas qu'il y a un support, ça se trouve donc heu, e l'utilisation sera moins optimale. exactement, exactement et donc c'est ça qui va aussi, créer ce bah, voilà, ce désengagement et cet abandon silencieux de la solution. Hem, un élément qui pourrait contrecarrer cet aspect-là, c'est ce que j'ai noté, par la suite, c'est le manque de proactivité, CSM qui peut aussi être un facteur déclenchant et si on travaille bien dessus, si le CSM et le support sont proactifs, on peut éviter le désengagement, on peut éviter l'abandon du produit. Hem, mais en réalité, c'est aussi un élément, perturbateur et qui peut accélérer le churn, c'est le manque de proactivité CSM. Heu, comment est-ce que ça se traduit? Ben, c'est l'absence de check-in régulier, hein. Mmh. Si les CSM ou le support ne fait pas des check-in une fois par mois, par exemple sur la solution. Pas de suivi après une résolution d'un ticket, par exemple. Voilà, ticket résolu, mais je ne fais pas de suivi auprès du client pour voir si tout se passe bien, depuis que ça a été résolu. Ouais. Et pas de contact lors de la baisse de l'usage aussi. C'est-à-dire que normalement, on est censé pouvoir monitorer quel est l'usage de notre solution et si on est capable de monitorer cet usage, on est capable de monitorer quels sont les clients qui l'utilisent moins, de moins en moins, voire plus du tout et donc il est important de pouvoir garder contact avec eux, et même d'aller les contacter proactivement lorsqu'on constate, une baisse d'usage. Et enfin, un autre élément qui pour moi, est lié au support, et peut avoir un impact sur le churn, bah, évidemment, c'est l'augmentation du temps de résolution. Donc les SLA qui seraient dépassés, des tickets qui sont ouverts depuis trop longtemps et Oui, là bien sûr. encore, on génère plus de frustration. Ouais, insatisfaction du client. Ouais, oui. Là, on Tout est à fait. aligné. Donc, j François, est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit résumé de où est-ce que dans l'ensemble, avec ce qu'on s'est dit, ce qu'on a échangé, on peut retrouver des fuites de Améliorer recrutement? tout ça. Mmh. Ben, là, en prenant, les 5 points qu'on voit ici, on voit que les 3 derniers, donc ce sont les 3 que l'on avait expliqués, c'est-à-dire évidemment, ça va dépendre du change, donc de la satisfaction client. Ça va dépendre aussi de la façon dont on encaisse les factures par rapport aux méthodes de paiement et aussi aux process qui seront mis en place et ça va dépendre aussi, de la stack technique. Mais tout ça, on peut le résumer aussi aux 2 points, qui sont, au tout en haut de la liste, c'est-à-dire par rapport au process manuel et par rapport à la stack technique utilisée qui ne fonctionne pas forcément, conjointement ensemble. Donc pas avoir une approche best of breed et qui fonctionne de manière nickel, sans absolument aucun process manuel. Là Là se trouve le plus gros du problème et pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué à changer chez des marchands, c'est qu'on a tous certaines habitudes et quand on change nos habitudes et ben, forcément,
on va éprouver des difficultés et parfois on est réticent un peu à changer. Et parfois, il y a des bonnes raisons, mais il faut pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles et se dire qu'il y a d'autres façons de faire. Et donc, arrêter les process manuels, arrêter de faire des drag and drop de fichiers CSV d'une solution à l'autre. Arrêter de faire de l'encaissement d'échecs et pouvoir au final tout monitorer avec des solutions adaptées. Pour moi, elle se trouve vraiment là, la racine du problème dans les fuites de revenus. Ce sont des habitudes et des process manuels qui se trouvent au final dans l'ensemble des 3 points que l'on avait évoqués et on est plus dans l'attente. On n'est pas vraiment proactif pour pouvoir résoudre ces problèmes et ces fuites de revenus qui pourraient être engendrées. Donc, pour moi, ça serait un peu ma conclusion sur les 3 points qui ont été évoqués. C'est être proactif et mettre en place de l'automatisation. Et on peut s'aider maintenant, aujourd'hui, on peut s'aider d'une brique d'intelligence artificielle parce que il y a des calculs qui doivent être faits, qui peuvent être complexes pour, par exemple, catégoriser des personnes qui sont plus amenées à churn pour une raison X ou Y plutôt que d'autres. Et on peut se baser dessus pour essayer de se réduire le churn. Donc, ça serait au final mon mot final sur cette slide, c'est pouvoir catégoriser au mieux et être proactif avec de l'automatisation. Et si on peut conclure justement on va dire ce podcast avec une checklist donc de ce Oui, que vous, entreprise, vous, marchand, vous devez faire pour, heu, pour justement limiter au maximum ces fuites de revenus. mmh, On va voir ça maintenant ensemble. ouais. Identifier les points sur lesquels vous êtes encore sur ces processus manuels, que François a très bien pointé du doigt. Hem, Où est-ce que c'est nécessaire? Et vous ne pourrez pas vous en défaire, hein, et il y a des business models, dans lesquels, voilà, les processus manuels sont encore nécessaires. Je pense notamment à la presse, où il y a encore, beaucoup d'abonnés papier qui font, voilà, qui travaillent avec des chèques, et donc il faut enregistrer ces remises de chèques, par exemple. Donc là, il y a des processus manuels desquels on ne peut pas se défaire, mais être capable de déterminer, est-ce que vraiment, ce processus manuel, j'en suis tributaire et je ne peux pas, faire autrement? Ou est-ce que je peux pas, ou est-ce que je peux automatiser au contraire, et uniformiser tout ça sur une seule et même plateforme? Donc pour moi, la 1re question, c'est, où est-ce que vous utilisez des processus manuels? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, non. Est-ce qu'il y a une alternative automatisable, et digitale ou pas? Ça vous permettra d'avoir, eh bien, vous évitez tous les risques de saisie, et de perte d'informations et d'erreurs dont François parlait tout à l'heure. Et aller plus vite. Mmh. Je t'en prie. Donc avons-nous une visibilité claire entre le revenu facturé et encaissé? Donc ça revient notamment avec les prélèvements, les erreurs de prélèvement, par rapport aussi à l'encaissement, par rapport aussi à ce que l'on planifie avec l'onboarding. On espère que le client soit live d'ici 2 mois, mais qu'au final, ça va prendre Mmh. 3, 4 mois, 5 mois et que ça peut même être encore un peu plus retardé pour des raisons X ou Y. Donc tout ça, il faut pouvoir l'anticiper au maximum et il faut que vous puissiez établir les process et non pas attendre et être tributaire de ce qui va se passer avec les clients. Au final, être proactif. Ça, c'est le mot d'ordre. Hem, Ensuite, il y a aussi la multiplicité d'outillages, qui interviennent dans le cycle de revenus. On a souvent, bah, voilà, un CRM, un outil Marketo, un outil BI, un outil, ADV, un outil comptable, un outil paiement, et cetera, et en fait, la multiplicité de ces outils fait que, eh bien, il y a les exports dont tu parlais tout à l'heure, et il faut réinjecter la data dans tel outil, il faut aller la sortir du CRM pour aller la mettre dans l'outil ADV, et cetera. Il est parfois pertinent de se poser la question: «Est-ce que je peux pas unifier ça sur une seule et même plateforme?» Pour pouvoir, eh bien, 1, simplifier mes usages, 2, perdre le risque de réduire mon risque d'erreur, de saisie, et 3, avoir des process qui sont beaucoup plus fluides
et efficace. Mmh. Et dernier point, du coup, comment assurons-nous la gestion des paiements? Donc comment les rejets sont gérés? Comment je pourrais mettre en place une bonne politique de relance d'ailleurs par rapport à ces rejets? Comment je pourrais anticiper le fait que, ce client-là aura potentiellement un rejet? Donc, tout ça, avoir aussi un process clair et défini, qui vous permettra justement, heu, d'éviter ce trou dans la trésorerie par rapport à ce qui aurait été facturé et au final non encaissé. Formidable. Mmh. Donc en conclusion, pour pouvoir assurer la croissance et la pérennité, d'un business, il faut pouvoir assurer des revenus qui soient fiables. Et fiables, ça ne veut pas seulement dire, qu'ils soient élevés, mais qu'on ait une bonne visibilité dessus et qu'on puisse assurer, eh bien, la rétention, de nos clients pour que l'acquisition ne soit pas là uniquement pour combler les clients qui partent, mais pour nourrir la croissance. Parce que l'acquisition, quand c'est pour, combler des départs, en réalité, vous ne faites pas de croissance, vous bouchez les trous. Et donc, la rétention pour moi est un réel enjeu, et chez beaucoup de nos clients, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup remonté. On a moins en moins de sollicitations sur, de la, de la prospection, de l'identification de nouveaux clients, de l'ouverture de nouveaux logos. On a la quasi-totalité des échanges aujourd'hui que j'ai avec, nos clients, c'est sur la rétention. Voilà. Merci à tous pour, Merci votre écoute. Merci François, pour, la qualité de cet échange. ce partage. Formidable. Eh bien, bonne journée à tous et à très bientôt. N'hésitez pas à venir nous solliciter à l'issue, de ce podcast, par mail, ou par téléphone. Vous avez nos coordonnées, et on sera ravis de pouvoir, bien explorer ensemble comment dans votre, dans vos selon vos cas d'usage et dans votre business, est-ce que Frisbee pourrait apporter des réponses, adaptées. Excellent. Merci Merci, bonne Olivier. journée à tous. Au revoir tout le monde.